Oui, je vais. Bienvenue à tous, j'espère que vous êtes bien installés. Je suis très heureuse d'animer cet atelier au sujet du label bas carbone. C'est la première année que la Société forestière participe au Salon Pro Durable. Ça fait un bain de foule assez important après le confinement, j'avoue, mais c'est une expérience intéressante. Et voilà, donc j'espère qu'on va vous donner envie d'investir, comme je disais, dans la forêt française à travers des tas de solutions différentes, adaptées à tous. On a autour de la table plusieurs interlocuteurs. Donc j'ai le plaisir de partager la tribune aujourd'hui avec Julia et Benoît, donc Julia Grimaud et Benoît Leguet de I4CE, l'Institute for Climate Economics, un think tank très influent en matière de politique climatique en France, ainsi que Benjamin Fiquet, qui est le directeur du Property Management et de l'exploitation durable d'ICAD, un groupe incontournable d'immobilier en France également. On est tous partenaires finalement pour expérimenter le label bas carbone dont on va vous parler ici. Donc il nous semblait intéressant de profiter de ce salon pour mieux faire connaître ce label et en particulier ses applications autour de la forêt, pour développer cet outil qui va permettre aux entreprises finalement de contribuer à l'augmentation des puits de carbone en France. L'augmentation des puits de carbone qui est absolument indispensable à l'atteinte des objectifs climatiques 2050 et qui est un axe majeur évidemment de la stratégie nationale bas carbone. Benoît Leguet, du coup, vous êtes directeur général d'I4CE. Vous enseignez aussi l'économie du climat et du changement climatique dans plusieurs cursus universitaires. Vous êtes membre de plusieurs groupes d'experts, notamment le Haut Conseil pour le climat, le Conseil économique pour le développement durable. Et vous avez récemment participé à la Convention citoyenne pour le climat en tant qu'expert. Racontez-nous finalement comment est née l'initiative du label et dans quel contexte et à quelle fin. J'ai combien de minutes ? 5 minutes, 5 minutes. Ça marche. Merci Cécile et merci pour avoir organisé ce side event. Alors peut-être en quelques éléments, pour vous donner quelques éléments d'histoire sur comment est née l'idée du label bas carbone. Alors l'idée de certifier des projets carbone, ou des projets bas carbone plutôt, c'est quelque chose d'assez vieux. Alors pour les vieux croutons comme moi, vous avez peut-être entendu parler du protocole de Kyoto, des choses comme ça, il y a très très longtemps. Voilà, il y avait des mécanismes de projet dedans.
Voilà, tout ça super intéressant. Il y a eu des projets Kyoto en France, par ailleurs, sur la période 2008-2012. Il y avait un cadre qui avait été développé. Et en fait, un certain nombre de projets qui avaient été développés dans ce cadre étaient des projets qui concernaient indirectement la forêt, puisque c'était du bois énergie, enfin de la biomasse, et pour certains projets, du bois énergie. Mais en revanche, sur la forêt proprement dit, disons sur l'amont, et puis sur l'aval, disons tout ce qui est utilisation de bois, séquestration dans le bois, etc., on n'avait rien vu passer en termes de projet. Donc ça, c'était l'acte 1. Et puis acte 2, on anime, enfin Julia anime un club qui s'appelle le Club à Carbone Forêt Bois, qui réunit des acteurs privés et publics de la filière forêt-bois qui s'intéressent au carbone. C'est comme le port-salut, hein, tout est dans le titre. Club Carbone Forêt-Bois, vous avez à peu près compris ce que c'est. Et donc en discutant avec les acteurs, les ministères, les chercheurs, etc., on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de cadre de certification des projets bas carbone en France, et donc qu'on pouvait peut-être essayer de contribuer à combler ce trou. Avec quelques grands constats qu'on avait faits en discutant avec tous ces acteurs. Le premier constat, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui, pour tout un tas de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, souhaitent financer des projets bas carbone en France. Des projets locaux, du Gaulois, pas loin de chez nous, etc. Donc ça, on s'était dit, OK, il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table. En face, les acteurs de la filière forêt-bois qui étaient prêts à développer des projets bas carbone, à condition évidemment qu'il y ait une rémunération en face, ou en tout cas une incitation, on va dire. Et donc l'idée, c'était comment faire rencontrer cette demande et cette offre. Un des problèmes étant notamment qu'il n'y avait pas de cadre de certification fiable qui permette à la fois aux financeurs de s'assurer que leur argent allait vers des projets qui répondaient à un certain nombre de critères environnementaux et notamment permettaient de réduire ou de séquestrer les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, inversement, qui permettait quand même aussi de s'assurer, donc de pouvoir rapporter, disons, à leurs différentes parties prenantes sur le fait qu'elles avaient fait les choses à peu près bien, entre guillemets. On pourra revenir sur tous ces détails sur lesquels je ne m'appesantis pas pour l'instant. Et puis, en France, on fait évidemment très bien les choses, mais on s'était rendu compte qu'il y avait d'autres pays qui avaient développé des cadres de certification carbone, notamment pour les projets forestiers, notamment des pays européens, je pense. Alors à l'époque, c'était un pays européen, le Royaume-Uni, qui développait le Woodland Carbon Code, qui permettait donc à des propriétaires forestiers de valoriser leurs efforts de réduction d'émissions et de séquestration du CO2. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas créer un tel cadre en France ? Alors là, Julia, tu vas pallier ma mémoire défaillante. Donc on s'est dit, nous sommes un think tank, hein, donc notre objectif, c'est de produire des choses qui sont utiles aux acteurs économiques et au débat public. Et donc on s'est dit, on va monter un projet de recherche appliqué avec les acteurs de la filière. Alors de mémoire, on s'est pris une banane sur la première mouture de projet qu'on a fait. Pour des raisons, on tenait à ce que l'État français soit impliqué dans la démarche, parce que ça nous semblait une garantie de sérieux. Et sauf erreur de ma part, on s'est fait bananer, notamment parce que l'État français représentait un risque, on l'a compris, dans la conduite du projet. Voilà, enfin, tout simplement, s'il fallait faire valider par l'État français, les personnes auprès de qui on avait déposé ce projet se disaient que ça présentait un risque. Je vous laisse juger de ça. En tout cas, je ne fais pas complètement mienne la conclusion. Résultat des courses, on a fait une deuxième mouture du projet avec des partenaires et on a travaillé pendant 3 ans avec les différents partenaires, le ministère. Et au bout de 3 ans, on a eu des travaux qui ont été remis, donc des travaux dans le cadre du projet de recherche. Et le ministère de la Transition écologique et solidaire a ensuite repris ces travaux à sa sauce et a transformé ces travaux de recherche appliquée en un label, donc un outil mis en place par la puissance publique, un label de certification bas carbone, qui est pertinent pour tout un tas de secteurs, mais en particulier, donc quand on regarde les textes, si vous allez voir les textes, si vous aimez lire le journal officiel et les textes réglementaires, allez le voir, vous verrez que ça s'applique à tous les secteurs, mais il se trouve qu'on l'a développé avec en tête la question de la forêt, le bois, et puis plus largement de l'utilisation des sols et de l'agriculture dans la construction du label. Pourquoi, et je m'arrêterai là, pourquoi ça nous semble tellement intéressant cette question de bois, d'utilisation des sols, d'agriculture, de forêt, etc. C'est tout simplement parce que si on veut atteindre la neutralité carbone en France à horizon 2050, il va falloir faire en même temps 2 choses, comme disait l'autre, réduire les émissions d'un facteur 6 à 8 entre 1990 et 2050, et en même temps doubler le puits de carbone. Alors je suis technologiquement neutre, voilà, mais j'aime bien les technologies éprouvées depuis quelques milliards d'années, notamment la photosynthèse, ça me semble un truc pas idiot pour séquestrer du carbone. Ça le fait avec un rendement déplorable, c'est pas tout à fait fait pour ça, mais en même temps, ça fait le job. Donc doubler les puits de carbone, ça veut dire préserver l'existant et puis favoriser les puits de carbone supplémentaires. Donc voilà, je pense avoir dit à peu près l'essentiel à ce stade. Aujourd'hui, on a un label qui est opérationnel depuis 1 an. Et donc l'enjeu maintenant, c'est les premières méthodes ont été approuvées.
L'enjeu maintenant, c'est de faire vivre ce label. Et là, c'est plus notre rôle de think tank, c'est plutôt le rôle des acteurs économiques, de s'assurer qu'il reste intègre, entre guillemets, et d'aider le gouvernement, le cas échéant, à faire en sorte qu'il reste intègre, et puis surtout à développer des projets qui rentrent dans le cadre de ce label. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Benoît. Effectivement, on comprend bien que c'est vraiment une initiative bottom-up destinée aux entreprises et donc il faut qu'elles s'emparent pour vraiment le faire vivre et le développer. Aujourd'hui, vraiment, on est là. Julia, vous êtes chef de projet spécialisé sur les sujets du climat et de forêt. Vous avez participé activement à l'élaboration des méthodes forestières du label bas carbone. J'aurais aimé que vous nous décriviez les méthodes et nous expliquer en quoi consiste un projet label bas carbone forestier. Très bien. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a 3 méthodes forestières qui ont déjà été validées par le ministère. En tout, il y a 4 méthodes qui ont été validées, 3 forestières et 1 agricole. Il y en a pas mal d'autres qui sont en cours de développement sur ces 2 secteurs, mais pour l'instant, on en a 4, on va dire, validées. Et sur la forêt, elles concernent 3 pratiques. La première, c'est les projets de boisement, donc tout simplement boiser des terres qui n'étaient pas forestières. Et les deux autres, elles rentrent, on va dire, dans le cadre de ce qu'on appelle la gestion forestière améliorée. On va avoir le renouvellement, la reconstitution de peuplements forestiers qui ont été dégradés suite à des aléas, donc tempêtes, incendies, dépérissements. Donc ça correspond plus ou moins à du reboisement, mais sur des forêts qui ont subi des impacts. Et donc on voit que malheureusement, en ce moment, on a pas mal de surfaces concernées en France. Et la troisième, c'est une méthode qu'on appelle balivage ou conversion de taillis en futaie, qui consiste à convertir des taillis. Donc c'est plein de petites tiges qui partent d'une même souche, pour en faire des futaies, donc des gros troncs, on va dire, pour dire les choses simplement, et donc du coup ce qui permet de séquestrer à la fois plus de carbone sur la parcelle forestière, mais aussi d'avoir un usage du bois in fine qui est plutôt orienté vers du bois d'œuvre, donc des produits bois à longue durée de vie, qui permet aussi de stocker plus de carbone. Donc ça, c'est un petit peu les 3 méthodes qui sont développées aujourd'hui. Il y en a d'autres qui peuvent être développées, qui sont d'ailleurs en cours de développement par un certain nombre d'acteurs de la filière. Et en fait, l'idée du label, c'est vraiment de cibler des pratiques qui permettent d'avoir un gain en termes de CO2 par rapport à la situation actuelle et par rapport à ce qu'on appelle le scénario de référence. Et si je fais rien, qu'est-ce qui se passe? Et si je mets en place mon action, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il faut qu'on ait un bénéfice en termes de CO2 via la mise en place de cette action. Donc, c'est pas, on tamponne pas une forêt, il y a une forêt label bas carbone, une forêt pas label, il y a une bonne pratique, une mauvaise pratique. C'est vraiment, on calcule le gain en termes de CO2 qui va résulter de la mise en place d'une action en forêt. Donc c'est pour ça que les méthodes sont développées, sont ciblées, on va dire, sur des pratiques qui vont permettre ce gain carbone et à un horizon de temps qui est, alors pour la forêt relativement court, qui est de 30 ans. Pour nous, ça peut paraître assez long, mais pour des horizons de temps forestiers, donc qui sont de plusieurs décennies, ça reste relativement court. Mais en fait, on va compter du coup le carbone additionnel sur 30 ans. C'est de manière relativement conservatrice, dans l'idée de se dire il faut qu'on ait un gain en termes de CO2, mais il faut qu'on l'ait à relativement court terme pour que, ce soit acceptable par un financeur. On ne va pas communiquer aujourd'hui sur quelque chose qui va séquestrer une tonne de CO2 dans 100 ans, c'est pas très crédible. Et aussi qu'on reste cohérent avec les horizons de temps des politiques climatiques, donc qui sont la neutralité carbone à 2050. Donc c'était un compromis entre des échelles forestières qui de fait sont forcément longues parce que il faut laisser le temps aux arbres de pousser, et des horizons de temps climatiques qui eux sont beaucoup plus courts. Et enfin, les méthodes, peut-être pour clore là-dessus, elles vont calculer donc l'impact des projets en termes de CO2, donc il y a des méthodes de calcul, etc. Et elles vont aussi s'assurer que le projet respecte un certain nombre de critères de qualité. Le premier critère, on va dire, qui est un peu typique des mécanismes carbone, c'est celui qu'on appelle l'additionnalité. C'est le fait de s'assurer que l'argent qui va être mis sur le projet va bien permettre d'aller au-delà de ce qui se serait fait habituellement, donc dans le cadre de la réglementation, dans le cadre de la pratique courante. S'il y a déjà une pratique qui est très répandue, qui se fait partout en France, il n'y a pas forcément raison d'aller la financer parce qu'on considère qu'elle se développe. Donc on va les cibler, des pratiques qui ont du mal à émerger, où il y a des freins, où il y a des freins économiques, mais pas forcément uniquement. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà de ce qui se serait fait en toute probabilité si on n'avait pas mis en place le projet. Et enfin, un autre critère, il y a un certain nombre de critères, mais que je peux citer, c'est aussi la présence de co-bénéfices. Donc c'est de s'assurer que les projets non seulement ont un impact positif en termes de climat, mais qui ne vont pas avoir d'impact négatif, voire même avoir des impacts positifs sur d'autres enjeux que le climat, donc par exemple la biodiversité, l'eau, les sols, la création d'emplois, etc. Donc le label bas carbone va essayer d'évaluer ces indicateurs-là, alors de manière qualitative, par opposition au carbone qui est évalué de manière quantitative, mais on va essayer de donner du coup des points, on va dire une note, une incitation, pour que les porteurs de projets calculent du coup, essayent d'évaluer l'impact du projet sur ces autres aspects, biodiversité, eau, etc. Donc ça fait partie un peu du cahier des charges du label, c'est de s'assurer que on garantisse bien
la qualité du projet qui va être financé et que pour 1 euro mis sur le projet, on a bien un impact CO2 de temps, on a bien une performance environnementale de temps et que ce soit transparent en tout cas. C'est un cahier des charges qui a vocation à rendre transparent pour les financeurs les caractéristiques du projet de manière à rendre efficace le financement qui est apporté. Voilà en 2 mots. Ouais, effectivement, la transparence et l'opposabilité des méthodes est vraiment très importante, je pense, et structurante pour le label en France, parce que ça offre une garantie réelle à l'investisseur. Donc, Benjamin Fiquet, vous êtes directeur du Property Management et de l'exploitation durable chez ICAD, un groupe donc, immobilier, filiale de la Caisse des dépôts. Vous œuvrez depuis 2016 au plus haut niveau pour la transition énergétique de l'activité de promotion tertiaire du groupe et dont vous êtes aujourd'hui le directeur. Vous avez souhaité expérimenter le label, le dispositif dès son apparition, donc il y a 1 an. Pourquoi ICAD s'est sitôt intéressé au label bas carbone ? Bonjour à tous. Donc effectivement, j'étais directeur des transitions environnementales pour le groupe et de la transition, maintenant je m'occupe de la transformation opérationnelle avec la gestion de l'ensemble du patrimoine de la foncière tertiaire qui représente à peu près 2 millions de mètres carrés en France. Et donc, effectivement, il y a une logique dans ce parcours. La logique derrière l'initiative, elle est, ICAD est un acteur engagé, on ne peut pas simplement être acteur, spectateur, on veut être moteur des transitions environnementales en engageant des actions de fond sur la filière de l'immobilier. On est conscient de notre impact, on est conscient du rôle qu'on a à jouer dans la filière et de ce qu'on peut créer ou pousser comme initiative de transformation des métiers. On est confronté à plusieurs transformations dans le milieu de l'immobilier. Une transformation de la construction, de l'acte de construire. On est maintenant dans l'intelligence constructive en mettant en œuvre des matériaux de construction qui ne sont pas simplement des matériaux béton, mais biosourcés, voire géosourcés. C'est un acte lourd de transformation pour les équipes. Dès lors, sur un des immeubles, on a lancé l'initiative, 2 immeubles, le siège de Veolia Environnement et l'immeuble Pulse, qui a respectivement 30 000, 28 000 m². Donc ça commence à faire des gros objets. Lancer l'initiative Réinventer la forêt. Réinventer la forêt, c'est questionner l'origine de nos bois d'œuvre, qui sont aujourd'hui Nord-Europe, questionner la manière dont la filière de forestière se structure et est capable de fournir du bois d'œuvre et du bois de construction de manière pérenne, et également, au-delà de l'origine, la filière de transformation de ce bois d'œuvre qui nous a questionné, donc des formations nécessaires à cette transformation, et formation des compagnons et formation des écoles du gros public. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le questionnement des collectivités locales qui, autour de projets de, pas réinventer la forêt, mais réinventer bidule, disent « Ok, on va aller plus loin, maintenant c'est le 0 qu'on vise. » Ok, le 0, c'est-à-dire 0 carbone, débrouillez-vous. Vous pensez bien que débrouillez-vous quand on doit répondre à des dossiers. Moi, on me vend des forêts qui font 100 000 arbres. Rassurez-vous, M. Fiquet, 100 000 arbres, c'est bon, ça fera l'affaire. Ok. 100 000 arbres, ça vaut rien. Mettez 3 millions dans le compte de bilan, ce sera très bien. Ok, 3 millions. Non, au final, le 0 ne vaut rien. Faites-moi confiance, mettez 5 millions et ça ira bien. Ok, très bien. Donc comment voulez-vous être sérieux dans une réponse opposable en mettant soit 100 000 arbres, soit 3 millions, soit 5 millions, on n'en sait rien. Comment voulez-vous pousser une filière à se construire si derrière on n'a pas des sous-jacents sérieux, robustes, opposables, traçables? Je reprends tout l'argumentaire développé par Benoît Julia pour une société cotée comme ICAD. Donc de manière opportune, le hasard fait bien les choses, mais il n'y a pas de hasard. Le label bas carbone nous apporte une réponse qui permet justement de satisfaire à cette exigence pour les équipes opérationnelles d'ICAD, un directeur de projet, soit de poser, et ça c'est un élément dont on reviendra tout à l'heure, d'un prix carbone interne, c'est-à-dire la manière dont on donne quelque chose et un prix. Et donc dès lors que ça a un prix, ça a un impact. Et dès lors que ça a un impact financier, je peux vous assurer que pour les opérationnels, ça a un impact qui les mobilise. Donc ça nous a donné déjà un cadre, Benoît y reviendra, et ensuite ça permet de donner un sens aux projets qu'ils instruisent. Dire avoir, et nous on aime bien corriger ce que tu évoquais, c'est-à-dire corriger un itinéraire forestier, corriger un itinéraire agricole ou aider finalement une évolution, un changement des pratiques. Dès lors, le label bas carbone nous a intéressés et on a engagé sur ce même immeuble Pulse une démarche la réponse est assez simple.
Nous, on investit dans des groupes froids, on investit dans des groupes électrogènes qui fournissent du froid, de l'électricité. On investit pour l'immeuble dans un puits carbone adossé à l'immeuble qui s'appelle une forêt labellisée bas carbone. C'est aussi simple que ça, mais ça a un vrai sens que de pouvoir aller dans notre démarche d'éviter, c'est fondamental, hein, de réduire dans des actions choc, et au bout du bout, de pouvoir aller encore plus loin. L'immeuble, il est quasiment C2, pour les sachants, enfin, il est E2, C2. Donc pour les sachants, vous voyez bien la performance que l'immeuble a de sa qualité intrinsèque, mais on voulait aller encore plus loin. Et la réponse label bas carbone nous a semblé comme étant quelque chose d'utile à mobiliser. Oui, on comprend bien effectivement la logique d'adosser un projet forestier à un immeuble là qui va permettre de contribuer au puits carbone qui correspond à sa dépense d'énergie en termes d'exploitation. Vous vous êtes rapproché de la société forestière pour expérimenter ce label. Ça fait maintenant 1 an qu'on expérimente le projet. Est-ce que ça porte ses fruits? Pourquoi vous avez fait ce choix? Déjà, je suis fier du groupe Caisse des dépôts, donc c'est une histoire de famille, cette histoire. Histoire de famille qui a commencé aussi avec la CDC Biodiversité, dans nos engagements sur les questions de biodiversité, qui est, dans les relations qu'on a pu avoir avec l'équipe dès l'amont, une logique de faire confiance au sein du groupe pour trouver les solutions qui correspondent à cette ambition. Donc, d'une logique, d'une évidence, mais finalement, les histoires de famille se déroulent bien et on s'en réjouit. On a toujours des histoires de famille, mais c'est vrai qu'au sein du groupe Caisse des dépôts, on a cette confiance qui est vraiment dans notre ADN, qui est essentielle dans cette histoire. C'est-à-dire que nous, quand on apporte notre gage et des éléments financiers, il est essentiel d'avoir cette confiance. Donc la confiance que posent les filiales du groupe Caisse des dépôts et au sein du groupe est apparue comme une condition très importante, d'une part de souscrire et de financer des premiers projets, mais d'autre part, Julia disait, de financer également la rédaction de nouvelles méthodes. Et on souhaite, et c'est en cours, une grande discussion, mais au sein des ministères, de fournir et de souscrire à développement d'autres méthodes, puisque les méthodes ne sont pas uniques. Et c'est bien une des autres qualités du méthode, c'est qu'elle permet de donner le cadre de développement d'autres méthodologies pour d'autres secteurs. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Juste un point sur les qualités associées, mais on en parlera tout à l'heure. L'autre point, c'est le label bas carbone, c'est les qualités associées. C'est pas simplement du forestier versus de la biodiversité, c'est des qualités associées du label. Et c'est très important pour nous que d'avoir ces qualités associées, de pouvoir converser et dialoguer, non pas de manière silotée, mais de manière collégiale autour de ces questions-là. C'est tout à fait fondamental dans l'impact que l'on peut avoir sur le territoire. Ok, merci beaucoup. Du coup, je vais vous parler un petit peu de la société forestière. Je suis directrice de projet pour la société forestière dans un service qu'on m'a donné la chance de créer et que nous avons nommé les solutions fondées sur la forêt. L'idée, c'est de développer une offre de la société forestière en tant que porteur de projet du label bas carbone. Nous, on propose vraiment un service clé en main. L'idée, c'est qu'il soit le plus simple possible, avoir un seul interlocuteur malgré le morcellement de la forêt française et le fait que pour un investisseur ou pour une catégorie de projets, on va sourcer un certain nombre de projets. La forêt privée en France, elle est très morcelée avec des petites surfaces, donc on va se retrouver très vite avec plusieurs projets. Donc c'est nous qui gérons ça, et puis vous avez seulement un interlocuteur qui vous assure que les projets que l'on met en face de votre demande vraiment correspondent à ce que vous avez envie de mobiliser. Donc soit en termes d'impact territorial, il y a vraiment... Le label bas carbone, il est franco-français, mais le projet forestier, il est vraiment territorial et local. C'est ce qui est vraiment très intéressant, je trouve, dans les projets forestiers. Il y a aussi des critères, effectivement, en termes de co-bénéfice, de qualité intrinsèque des projets. Donc, en fait, l'investisseur qui va vouloir investir dans un projet label bas carbone, il va avoir différents types d'attentes. Et ce qui est important, c'est bien d'écouter son approche, de le conseiller au mieux pour lui trouver des projets correspondants.
Donc simplicité, sécurité. Donc on garantit nous que le projet va être mené à bien sur les 30 ans dont vous parlez Julia. Ça c'est important aussi parce que donc certes vous récupérez les réductions d'émissions à la 5e année, mais vous avez besoin d'être sûr que le projet il va bien se tenir sur les 30 ans pour pas avoir de retour de bâton. Et on est là pour ça réellement. Et enfin, on veut vraiment maximiser l'impact en vous garantissant que les 3/4 de votre investissement aillent directement au projet. Donc ça, c'est vraiment... c'est assez innovant parce que finalement, dans les labels internationaux, vous connaissez certainement les VCS ou les Gold Standard, bah, très souvent, il y a des coûts de structure et des coûts d'audit, des coûts de vérification de mesures qui sont très importants, qui vont gréver complètement l'investissement. En fait, on se retrouve avec un équilibre de 50-50 à peu près. Donc nous, on essaye de faire en sorte que vraiment l'investissement aille dans sa grande majorité au projet. Donc la société forestière, c'est plus d'une centaine de collaborateurs sur le terrain en forêt. C'est un gestionnaire sylvicole avant tout. C'est donc des équipes de terrain qui connaissent la forêt et qui les gèrent depuis 1966, donc depuis longtemps, qui ont le sens du temps long de la forêt. Donc avec nous, vous ne plantez pas réellement des arbres, vous plantez des forêts qui vont être bienvenantes, enfin qui vont pousser et qui vont être entretenues. Donc c'est ça l'idée, vraiment le temps long de la forêt. Julien en parlait un petit peu, et une bonne expertise de métier. Voilà, et donc c'était tout simple, petite présentation de ce qu'on peut offrir. Maintenant, je vais vous laisser poser vos questions. Je pense que vous en avez peut-être pas mal. On peut en orienter certaines. On a évoqué la prise de décision, le prix du carbone, alors que vous savez peut-être que les réductions d'émissions que vous obtenez à l'issue de la labellisation des projets ne sont ni transférables ni échangeables. Donc, il n'y a pas de marché public du carbone en France. Il n'y en aura pas. Donc ça, on peut discuter de ça, par exemple. On peut discuter de pourquoi, de qu'est-ce qui va faire que le label se développe, que les projets se multiplient. Et puis voilà, des co-bénéfices éventuellement, si vous avez des questions dessus, n'importe quoi. Je vous laisse. Il n'y a pas de prise de. Ah oui, il n'y a pas de prise de micro, effectivement. Sur un site, sur une plateforme de produits. Voilà. Donc ça, je suis pas équipée. D'accord. Quelqu'un peut parler fort. Voilà, si vous pouvez parler avec le faites vos masque. questions à l'oral, parce que j'avoue que je ne sais pas. Non, moi, j'ai pas la plateforme. Désolé pour ceux qui ont posé des questions sur le site. Oui. Est-ce que vous... n'hésitez pas à les reposer, même avec le masque. Allez-y, monsieur. Oui, la propriété foncière qui est la base de la forêt qu'on plante, elle provient de particuliers ou vous l'achetez? Comment ça se passe? Alors, la société forestière, elle gère des forêts privées. Donc, elle va pas, la propriété ne va pas changer avec le label bas carbone. On va adosser simplement un financement externe pour aider à reconstituer une forêt, ou alors aider un agriculteur à boiser ses surfaces. Et donc la propriété ne change pas. Donc en fait, ce qu'on apporte est une réelle contribution à l'effort, donc à l'effort de boisement ou de reboisement ou de reconstitution, ou à l'effort de balivage en l'occurrence, et va pas dépasser en général, va pas dépasser une certaine fraction du total de l'investissement des coûts de plantation. Donc on cible environ 60% à peu près du coût des travaux qui seraient financés par l'externe pour recevoir à la fin les crédits, les réductions d'émissions, et puis toutes les externalités positives finalement du projet. Okay, pour que tout soit bien clair, en fait, la société forestière n'a rien à voir avec une société forestière d'investissement. On gère aussi des groupements forestiers d'investissement, si c'est derrière
votre question, mais on les gère pour des actionnaires, enfin des gens qui possèdent des parts de ces groupements, mais qui sont propriétaires eux-mêmes du coup des massifs forestiers qui composent le groupement. Donc quelque part, la société forestière n'intervient qu'en termes de gestion, pas du tout en termes de propriété. Monsieur ? Votre positionnement est donc le même que celui du Centre national pour la forêt, le CNPF ? Pas du tout. Le Centre national qui est... On est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. Donc on gère des groupements forestiers d'investissement pour le compte de clients particuliers qui investissent. Et par ailleurs, on gère des forêts institutionnelles, dont, comme disait mon cher collègue, les forêts de la famille, groupe Caisse des dépôts et CNP. Mais la relation avec le CNPF, elle est vraiment surtout sur l'agrément. Donc le CNPF va agréer des plans de gestion durable. Et donc on est comme ça dans cette relation de... on apporte des plans de gestion durable de massifs que l'on gère. Et puis le CNPF agrée les plans. Nous conseille sur des pratiques, etc. J'ai une deuxième question. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver une forêt dans laquelle il y a quelque chose à faire ? Oui, tout à fait. Si je veux devenir propriétaire de forêt, on peut aussi passer par la propriété foncière. Où il y a à planter, je ne vous cache pas que c'est rare, mais on peut faire ça. C'est rare que vous le fassiez ? Non, c'est rare de trouver des forêts directement éligibles au label bas carbone. Parce qu'en fait, un propriétaire forestier qui se voit avec un dépérissement massif, son premier réflexe, c'est pas de vendre sa forêt, parce qu'il a tout perdu. Donc, il va essayer de réinvestir pour essayer de justement retrouver un petit peu de valeur. Donc, c'est assez rare de trouver des surfaces comme ça qui sont... qui sont à vendre, voilà. Donc, c'est à vous qu'on parle pour ça ? Oui, aussi. Monsieur ? Justement, vous parlez de méthodologie, là, il y en a 4, aujourd'hui, Julia parlait de 4 méthodologies. Ouais. Quelle est la surface forestière française qui sont couvertes par ces méthodologies aujourd'hui ? Alors ça, c'est une bonne question. Juliette, tu as une idée ? Alors ça, c'est une très bonne question. Là, je n'ai pas les chiffres en tête. Je sais qu'il y a des chiffres qui avaient été produits par nos collègues en 2010, donc ça commence à dater sur le balivage et le boisement à l'époque, que ça, je peux retrouver. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait d'études. Je ne sais pas si peut-être le CNPF a des chiffres, mais on n'a pas nous réactualisé l'étude de 2010. Je sais que ça fait partie des choses on se dit qu'un jour, il faudrait regarder plus concrètement. Dans les grandes masses, clairement, le boisement, ça va être une des plus petites, des plus petites surfaces en France. Le balivage, ça ne va pas être très, très important. Par contre, malheureusement, les forêts dépéries, avec le changement climatique, c'est de plus en plus fréquent. Donc, on va récupérer des surfaces comme ça, quelques milliers d'hectares. Oui, même dizaines de milliers, je pense. Une dizaine de milliers. Sur les peuplements impactés. Effectivement, oui, le gros, malheureusement, du potentiel, ça va être sur les peuplements qui ont subi des aléas. Mais c'est vrai je pourrais essayer de vous retrouver des chiffres sur le boisement et balivage, en tout cas. Le principe, néanmoins, c'est de pouvoir développer des méthodos ensuite. Oui. Donc, à la limite, si vous avez des hectares de forêt, vous dites, tiens, il y a quelque chose à faire du point de vue du carbone, etc. Prenez votre stylo, développez une méthode, faites-la prouver. Non, mais effectivement, nous, on a l'expertise. Mais sur le principe, on aimerait bien effectivement développer de nouvelles méthodes, par exemple sur l'accroissement de la durée de vie des plantations, des méthodes additionnelles comme ça, la sylviculture urbaine, de l'agroforesterie. Donc, on est dans plusieurs groupes de travail pour essayer de faire en sorte que de plus en plus de méthodes soient validées. Et pour donner un petit peu d'échelle au label, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on manque un petit peu de surface. Ouais, peut-être juste pour compléter effectivement sur les méthodes, c'est vrai que l'idée c'était un peu c'est un kit de départ un peu les 3 méthodes là, c'était pour cibler les pratiques sur lesquelles c'était plus facile de commencer aussi. Après l'idée c'est effectivement d'augmenter ce pool de méthodes, et pour info du coup c'est pas encore complètement calé, mais on compte lancer du coup aussi notamment avec le CNPF un petit groupe de travail dans les mois qui viennent pour que toutes les personnes qui ont des idées de méthodes à développer et qui souhaitent s'impliquer puissent se réunir et si possible mutualiser les efforts. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir laisser vos coordonnées à la fin pour qu'on puisse vous inclure dans la mailing list quand ça va se monter. On va essayer de faire ça d'ici la fin de l'année. Monsieur ? Oui, bonjour, mon nom est Ars, oui. J'ai une petite salve de questions, j'en ai 3.
nombre d'hectares possible, c'est quelle est la proportion de la forêt, la part que la forêt peut permettre de faire sur le chemin de la neutralité, en clair sur les 50 millions de tonnes qu'il nous faut absorber en plus d'ici 30 ans pour reconnaître la forêt. Ensuite, j'ai une question sur le prix du carbone. Les porteurs de projets se posent beaucoup de questions. Il y a eu une super étude d'Alfonsi qui portait sur la demande en compensation volontaire, donc en contribution volontaire, et la grande conclusion, c'était que les boîtes ne voulaient pas jouer le jeu. Et donc, je voulais savoir si vous aviez aujourd'hui des indications sur le prix de la tonne pratique, notamment en fonction des méthodes. Et la troisième question est un peu plus craignos. C'est est-ce que tout doit être labellisé? Ok. Et donc, je vais un petit peu plus long. Est-ce qu'on est obligé de tout certifier? Et que pensez-vous donc des projets trop petits, souvent pour ne pas atteindre la certification, mais qui sont capables d'apporter toutes les garanties pour peu qu'il y ait de la transparence et qu'il y ait un appui sur des méthodologies existantes? Qu'est-ce que vous pensez de ces projets qui ne sont pas certifiés? Qui pourraient le devenir un jour, mais qui ne le sont pas pour l'instant. Moi, je prendrai la troisième question, mais je te laisse. Je peux répondre un peu sur les trois. Donc Je peux commencer par la deuxième, si vous voulez, sur la question du prix du carbone, qui est peut-être le plus facile, parce que sur la question du prix du carbone, effectivement, la manière dont c'est fait pour l'instant dans les projets label bas carbone, c'est un peu ce qu'expliquait Cécile, c'est qu'on n'est pas tellement sur une logique avec un prix à la tonne préétabli, comme on va avoir sur les marchés internationaux. En gros, on a des coûts de projet, grosso modo des coûts de travaux, auxquels on ajoute les coûts de certification, donc notamment le fait de faire venir un auditeur au bout de 5 ans. Et c'est ça va déterminer les coûts. Souvent, le propriétaire forestier, on a vu par une étude notamment du CNPF que grosso modo, il est prêt souvent à engager l'action à partir d'à peu près 50-60% de cofinancement. Et c'est à peu près ça qui détermine le prix à la tonne, quoi. Ça veut dire qu'on va avoir le coût du projet, le coût le gain possible en termes de CO2 permis par le projet, et après on reconstruit un peu le prix à la tonne, en divisant le volume total de tonnes par rapport à ce que ça coûte. Et c'est vrai que si l'entreprise est prête, s'il y a une entreprise qui est prête à aller sur ce prix-là, le projet part. Si finalement il n'y a pas de financeur parce que ça fait un prix à la tonne qui est trop élevé, probablement le projet partira pas parce que le propriétaire va pas s'engager s'il n'a pas un cofinancement suffisant. Donc on est sur une logique un peu qui est quand même beaucoup plus en lien avec les coûts du projet qu'un prix à la tonne prédéterminé. Et tout ça, ça nous amène à des coûts qui sont, on va dire, pour prendre une grande fourchette, entre 20 et 40 euros la tonne à peu près. Alors 20, c'est la moyenne basse quand même, il n'y a pas beaucoup de projets à 20. On voit que c'est plutôt 30-35, ça monte des fois jusqu'à 40 et peut-être plus sur des petits projets qui vont avoir des petits projets, par exemple avec des essences à croissance lente. Là, potentiellement, ça va monter un peu plus haut. Après, il y a des possibilités d'avoir des panachages aussi de projets. Si une entreprise finance plusieurs projets avec des coûts différents, mais on est quand même sur des prix qui commencent à être raisonnables quand on compare au coût de la taxe carbone en France, si on compare au coût sur les marchés d'échange de quotas où le prix remonte aussi. À des prix, on n'est pas forcément encore à des prix peut-être suffisants, mais en tout cas, on n'est pas en France sur les 3-4 euros la tonne qu'on peut constater à l'international et qui effectivement sont absolument pas viables si on est un peu sérieux sur la neutralité carbone. Donc sur la question du prix. Après, encore une fois, il faut voir, là on a des acteurs pionniers qui s'engagent aussi sur des prix qui sont pour l'instant en lien avec les coûts du projet. Il faut encore qu'on ait du recul dans les années qui viennent, à quel point les entreprises au sens très large vont jouer le jeu aussi. Et c'est un peu là-dessus où on espère, on prend le pari qu'elles vont le faire, mais pour l'instant c'est vrai que le label est opérationnel depuis 1 an, donc on n'a pas non plus énormément de recul sur combien d'acteurs vont réellement s'engager à ces prix-là. La première, sur le... Alors je sais pas, sauf si quelqu'un veut... Sur le poids CO2, c'est ça, le rôle de la forêt dans l'atteinte de la neutralité. Là, je vais répondre... je vais peut-être répondre un peu à côté, mais en gros, si on prend la France, c'est vrai que l'objectif, la stratégie nationale bas carbone ne prévoit pas une augmentation du puits de carbone forestier en forêt. Elle prévoit une augmentation de la récolte qui va augmenter le stockage dans les produits bois. Donc de fait, il n'est pas prévu, en tout cas dans la stratégie nationale bas carbone actuelle, que le puits de carbone en France double. Il va falloir à peu près le conserver, grosso modo. Ça, je crois qu'il réduit peut-être un tout petit peu. Par contre, la grosse inconnue en fait, et l'enjeu qui va être un peu clé, ça va être la résilience, on va dire, des peuplements et l'impact du changement climatique sur les forêts. Et c'est surtout ça où on voit que potentiellement le label bas carbone va avoir un rôle à jouer.
peut-être un temps, hein, peut-être qu'après ce sera repris aussi, enfin voilà, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue subvention publique, enfin, mais ça va être surtout sur s'assurer qu'on arrive à conserver le puits qu'on a aujourd'hui et la capacité des forêts à continuer de séquestrer du carbone. Donc ça veut dire pas de dépérissement, donc réduire la mortalité, et avoir une croissance toujours suffisante. Donc c'est surtout là-dessus, je pense que l'enjeu il va plutôt être sur maintenir le puits avec les forêts qu'on a que d'essayer de le doubler, en tout cas pour la France. Ouais, le doublement, il se fait vraiment à travers l'agriculture, hein, beaucoup plus, qui est aujourd'hui émetteur net. C'est ça. Sachant que, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que les surfaces à boiser, l'idée, c'est pas non plus de boiser l'intégralité des terres agricoles. Donc là, avec la déprise agricole, il y a des accrues, il y a des friches qui se boisent, mais il n'y a pas une capacité en termes de surface. L'objectif n'est pas non plus de boiser l'intégralité des surfaces agricoles ou qui pourraient servir aussi à d'autres, à l'énergie ou autre. C'est trouver un équilibre. Donc c'est vrai que c'est plus sur la conservation du puits actuel. Sur la question du prix, pour finir sur votre troisième question, ça me semble intéressant aussi que ce soit un petit peu sur des ordres de grandeur dont on aimerait voir les organisations se doter de prix internes du carbone. Donc c'est vraiment autour de 30 €, 35 €, ça commence à faire du sens en fait en termes de prix d'abattement, etc. C'est une prise, comme Benjamin le disait, hein, c'est vraiment un outil d'aide à la décision en termes de prix, un signal prix hyper. C'est vraiment c'est un outil très 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 fort dans une entreprise. Je pense que c'est ultra clé dans la culture de l'impact. Et voilà, pour nous c'est quelque part c'est bien, finalement, la réalité parle d'elle-même, en fait. Donc, un projet forestier, ça a la chance d'être un forêt réel, sur un territoire donné, qu'on peut aller visiter, on peut voir grandir la forêt, on peut s'apercevoir que c'est rapide d'émettre, c'est hyper long de capter, et donc, tout ça, c'est intéressant. D'un point de vue sur les petits projets, ma réponse, c'est un petit peu une réponse de Bernia, mais... nous, on va avoir on espère vraiment avoir un rôle important d'amélioration des méthodes existantes pour que justement le fait que la forêt française soit extrêmement morcelée et que c'est cette forêt qui est ciblée dans l'élaboration des méthodes pour la rendre plus productive et durablement gérée. C'est ce rôle qu'on voudrait voir réellement porté par le label bas carbone. Et donc, pour nous, ce qui fait sens, c'est de développer des méthodes qui fédèrent plusieurs sites, en fait, pour justement faire réduire au maximum les frais de MRV, de mesure, de rapport de vérification, les frais administratifs, et avoir toujours plus d'impact sur le territoire. Donc pour nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir des méthodes multisites qui vont regrouper des toutes petites parcelles comme ça d'un territoire sur lesquelles, avec un dénominateur commun qui fait du sens et qui va nous permettre vraiment d'avoir un impact solide territorial et en même temps de réduire les frais administratifs. Et peut-être comme ça qu'on envisage, je trouve. Peut-être pour compléter juste sur ce dernier point, on va en reparler d'ailleurs un petit peu dans l'événement juste après, mais c'est vrai que pour nous, l'intérêt du label, c'est vraiment d'avoir un cahier des charges qui est transparent et qui est comparable, qui permet donc de dire sur quels critères on va évaluer les projets et qui permet aux financeurs de comparer aussi les projets entre eux. Et c'est vrai que donc effectivement, on est complètement conscient que pour les petits projets, il y a encore du boulot à faire. Mais pour nous, l'enjeu, il va être plus de pousser pour rendre justement la labellisation accessible aux petites surfaces, que tellement de s'en passer, parce que ce qu'on voit en fait quand on s'en passe, on en a déjà discuté, mais c'est qu'on va avoir une multitude d'offres, on va dire, commerciales différentes, avec chacun avec son calcul de tonnes de CO2, moi ça fait tant de mètres cubes, ça fait tant de tonnes, non moi c'est mieux parce que machin, et au final nous on a régulièrement des appels d'entreprises qui nous disent j'ai été démarché par un tel sur du carbone, donc en fait qu'est-ce que je fais ? Parce que c'est pas le métier des entreprises que d'être capable d'évaluer la pertinence climat des projets. Donc pour nous, l'intérêt du label, en fait, du label bas carbone ou d'autres outils de labellisation, c'est pas forcément le seul qui est pertinent, mais c'est vraiment ça, c'est de donner un cahier des charges qui est pas parfait, mais qui a le mérite d'exister, d'avoir été quand même établi de manière collégiale avec un certain nombre d'acteurs, donc on peut espérer qu'il soit à peu près un minimum honnête, on va dire, et qui permet en tout cas d'avoir de la transparence et de la comparabilité entre les projets.
Et donc pour nous, l'intérêt, c'est vraiment voilà, d'essayer de faire en sorte collectivement de le rendre plus accessible aux petits projets et de l'améliorer en fait. Et ça, clairement, je pense pour le coup, le ministère en est aussi très conscient, c'est que c'est vraiment un outil qui va fonctionner en amélioration continue. Il y a déjà une version 2 des méthodes qui va sortir, on va lancer un groupe pour une version 3. Il va bouger tout le temps en fait, il va s'améliorer au fur et à mesure des retours des porteurs de projets, des entreprises, etc. Donc nous, vraiment, on invite tout le monde à contribuer, à faire part aussi de vos retours, de ce qui vous coince, de ce qui est plus ou moins facile à mettre en œuvre, de manière à ce que ce soit le plus, efficace et utilisable par tous possible. Quoi. Mais... Changer d'échelle. Y compris pour les petits projets, donc. Et y compris pour les petits projets, parce que voilà, être quand même un minimum sérieux le plus possible, quoi, même sans, en essayant de laisser le moins de gens possible de côté, effectivement. Avez-vous d'autres questions? Même les questions difficiles. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Si on n'augmente pas les terrains forestiers en France, est-ce qu'on pourra atteindre la neutralité carbone à votre avis? En tout cas, il y a une stratégie nationale bas carbone qui a été produite par le ministère de la Transition écologique et solidaire qui a fixé une trajectoire effectivement de décarbonation pour l'ensemble des secteurs de l'économie française et qui se base sur, je crois, un puits d'à peu près 80 millions de tonnes. Donc, et en partie, je crois, il y a une partie qui est de la forêt, une partie qui est du développement de l'usage des produits bois, donc des produits bois à longue durée de vie, donc notamment la construction. Il y a une partie dans les sols agricoles. Il y a une partie aussi sur les absorptions technologiques, donc ça, on garde un gros point d'interrogation, mais on va dire, mis à part ça, ou pareil sur les sols agricoles, il y a aussi beaucoup de boulot à faire. Mais il y a une trajectoire effectivement qui a été fixée par le ministère de décarbonation pour chaque secteur. Donc on va dire si chaque secteur arrive à respecte sa trajectoire, qu'on a les bons outils, les bonnes politiques publiques, la bonne réglementation et les bonnes incitations, il y a une trajectoire a priori cohérente en tout cas qui a été fixée. Oui, on va dire que oui, maintenant il n'y a plus qu'à, parce qu'on a la trajectoire, maintenant il faut faire en sorte de la respecter. Sur les puits, effectivement, il y a des questions, et puis il y a des travaux qui vont être en cours. Mais clairement, on va dire c'est bien prévu, quoi. Après, il va falloir que ça se décline politiquement. Benoît, un avis? Non, j'ai remarqué, c'est ce que j'allais dire, la SNBC, c'est la SNBC, la stratégie nationale bas carbone 2 qui a été adoptée en février. On peut espérer qu'il y aura une 3, une 4, etc. et que cette stratégie sera revue à la lumière des expériences. S'il y a des secteurs sur lesquels ça a du mal à dérouler, peut-être que la part alors de forêt, de bois, de sol agricole et de CCS ou d'OST ce genre sera revue, justement pour faire en sorte que ça reflète un peu plus la réalité. Mais je remarquais finalement que l'État fonctionne à peu près comme une entreprise. Il y a les gens de la direction de la stratégie qui font de la stratégie, et puis en dessous, ça pédale derrière, il n'y a plus qu'à. Ok, merci beaucoup à tous. Merci. Et vous êtes chaleureusement conviés à partager un verre au stand vert 33. C'est ça, signalétique verte, numéro 33. Bon.